faire vivre la participation pour un cadre de vie de qualité, ben, en fait, c'est ça notre métier. Nous sommes organisés en association sans but lucratif. Nous sommes basés à Charleroi, mais nous rayonnons à travers l'ensemble de la Belgique francophone et aussi en France, où nous avons quelques missions. Donc, moi, je suis Nathalie Ricaille. Donc, Catherine le disait, je suis coordinatrice de l'équipe environnement. Ça fait plus de 15 ans que je travaille au sein d'Espace Environnement après 8 ans passés dans les services publics. L'écoteam, j'ai envie de vous dire que par métonymie, c'est à la fois la méthode de travail, mais aussi le groupe de réflexion et d'intervention qui porte cette méthode de travail. Quand on parle de l'écoteam, certains parlent de la méthode, d'autres parlent des gens, mais globalement, on parle de la même chose puisque tout est intrinsèquement lié. La particularité de la méthode écoteam, c'est d'impliquer directement le personnel dans l'identification des impacts et dans le plan d'action qui permet de réduire les impacts environnementaux, mais aussi économiques. Donc l'objectif à travers la mise en place d'une démarche de type écoteam, c'est d'amener les travailleurs à choisir, et les mots sont importants, volontairement et librement des comportements qui sont favorables au développement durable. L'action, globalement, on va rentrer dans les détails après, l'action se déroule avec l'appui d'un animateur. Elle repose sur des techniques d'autonomisation. En anglais, on appelle ça empowerment. C'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu, que vous utilisez. Ces techniques, en fait, elles encouragent les travailleurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, à s'entraider pour permettre à l'équipe, donc à cette dimension collective qui est mise en place, de réussir. Deux grandes étapes pour la mise en place d'une écoteam. Il y a d'abord ce qu'on va appeler le diagnostic des éco-comportements, le scan comportemental, et puis ensuite la mobilisation du groupe de travail porteur de la démarche en tant que tel. Sur le scan comportemental, quel est l'objectif et comment est-ce que ça se passe? Donc l'objectif, c'est de faire apparaître de manière anonymisée les comportements effectifs des employés au moyen d'un questionnaire qui va être complété par chaque travailleur. Donc, il y a deux niveaux de questions qui sont envoyées vers l'employé ou vers l'ouvrier. Ce sont d'abord des questions générales de positionnement, de ressenti que peut avoir la personne vis-à-vis de la façon dont l'entreprise se comporte et dont il a le sentiment, lui, de pouvoir s'impliquer dans la gestion environnementale de sa structure. Donc, vous voyez, les entrées telles qu'on les propose, ce sont des affirmations sur lesquelles les personnes doivent se positionner, tout à fait d'accord, plutôt en désaccord, pas du tout d'accord. Donc, voilà. Donc l'analyse du questionnaire, elle permet de mettre en évidence, je le disais tout à l'heure, la proportion des employés qui sont prêts à modifier leur comportement et les thématiques aussi qui sont susceptibles d'offrir le plus de possibilités de changement. C'est forcément intéressant puisque ce sont les résultats de ce scan qui vont permettre à l'écoteam de démarrer son travail. Donc, on a à notre disposition différents types de questionnaires pour différents types de profils. Profil employé bureau, profil plutôt technicien, personnel d'entretien. Forcément, leur réalité n'est pas la même. Les questions en lien avec leur comportement au travail doivent être différentes aussi. C'est vraiment important au moment où on met en place la démarche écoteam, mais même en amont, au moment où on lance le scan, de bien la cadrer, de dire ce que c'est, de dire ce que ça n'est pas, de vraiment délimiter l'ambition de façon à ne pas susciter des espoirs qui ne seront pas rencontrés ou à se mettre une pression telle qu'on va forcément échouer. J'ai coutume de dire que l'écoteam est un outil
outil et ça n'est qu'un outil qui doit être lié à d'autres types d'outils et notamment en entreprise. Je pense à toutes les démarches de type qualité, quand on évoque les labellisations type EMAS, etc., il y a une dimension participative qui fait partie intrinsèquement du processus de certification. L'éco-team peut venir dans ce contexte-là en particulier, mais ne remplace pas tout le reste. Hein. Donc, on est vraiment sur une emprise qui a ses limites de périmètre. Le groupe de travail en tant que tel, donc généralement, il est composé de 6 à 10 travailleurs volontaires. Je vous l'ai dit, le caractère volontaire de la démarche est vraiment essentiel. On ne va pas chercher l'adhésion de gens qui viennent avec des pieds de plomb. C'est vrai sur le moment et c'est vrai dans la durée. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens de travailler autrement que sur une base volontaire. L'idée, c'est de constituer ce groupe, vous l'avez compris, potentiellement à partir des manifestations d'intérêt issues du scan comportemental, mais avec des critères quand même de mixité, de transversalité. C'est super intéressant d'avoir puisque la logique du groupe, c'est le croisement de regards, c'est super intéressant d'avoir des personnes qui sont issues de services différents, qui mettent en branle potentiellement des compétences différentes et complémentaires pour nourrir le travail du groupe. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que pour chaque thématique, vous allez voir, je vais vous expliquer, les participants, guidés par l'accompagnateur qui coordonne le groupe, vont réfléchir aux actions possibles à mettre en place pour amener leurs collègues à modifier leur comportement. Donc, l'idée, c'est une fois que le travail est fait sur la production d'actions possibles à mettre en place pour chacune de ces thématiques, d'en faire une sélection, une priorisation à travers différents critères et notamment le critère de faisabilité financière, faisabilité en termes de moyens humains, en termes de compétences mobilisables. On travaille aussi tout du long sur un plan de communication qui va accompagner la mise en œuvre du plan d'action. C'est important de faire, mais c'est essentiel aussi de faire savoir et de donner du feedback aussi sur les résultats des actions qui ont été engagées parce que ça participe à l'entretien de la motivation à moyen et à long terme. Et pour cette raison, c'est intéressant quand il existe un service de communication ou une personne dédiée à la communication au sein de la structure, de l'inclure dès l'amont au sein du groupe de travail Eco-team. Donc, en détail, 4 réunions thématiques et puis une réunion de présentation des résultats. Ça, c'est, je dirais, le produit de base en matière de mise en place d'une Eco-team. Plus vous multipliez les thématiques à investiguer, plus vous devez conduire de réunions. J'attire simplement votre attention sur le fait que plus il y a de thématiques, plus c'est complexe, plus il y a de personnes à responsabiliser ou de charges sur les épaules de chacune des personnes impliquées et ça rentre dans l'équation. C'est une donnée à prendre en considération, c'est du temps à y passer et comme disait ma grand-mère, pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Chacun est déjà chargé, donc ça doit forcément venir en plus du reste. Il faut prendre la mesure de ce qu'il est possible de faire. Il vaut mieux une démarche moins ambitieuse, mais qui aboutit à quelque chose, que plutôt qu'une démarche qui vise la Lune et qui retombe dans l'océan parce qu'on lâche au milieu du gué, parce qu'au final, la pression elle est trop forte et on n'a pas le temps utile à y consacrer. Sur la constitution des équipes, ce qu'on a remarqué au sein des entreprises qu'on a accompagnées, mais c'est vrai aussi dans les services publics, c'est que le recrutement se fait de manière variable. Je vous l'ai déjà dit, nous, on recommande de travailler à partir des manifestations d'intérêt issues du scan comportemental, mais on a vu aussi des désignations d'office sur base d'une décision de la direction. Vraiment, je ne vous recommande pas de faire ça.
les gens ne viennent pas aux réunions, ils s'investissent moins dans la préparation des thématiques dont ils sont responsables, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie, quoi. Sur l'entretien de la dynamique, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais c'est vrai que voilà, quand on arrive dans une entreprise dont la culture est compatible avec une approche de type éco-team, management horizontal, décloisonné, responsabilisant, alors c'est super. C'est bien accueilli, on peut bien travailler et la manière de faire est plutôt considérée comme vectrice de créativité, d'enthousiasme. Quand on se retrouve dans une structure qui est hyper pyramidale, verticale, avec des processus décisionnels qui sont longs, qui sont complexes et qui sont incontournables, c'est compliqué. Je l'ai déjà dit aussi, l'intérêt, le soutien de la direction, c'est clé, mais attention à ne pas aller trop loin, attention à ne pas phagocyter le processus participatif. La qualité de la préparation, elle est meilleure dans les entreprises, dans les structures qui allouent officiellement du temps à l'éco-team, qui la reconnaissent. Plus on reconnaît, plus on est clair aussi dans l'allocation du temps disponible, plus on met les personnes impliquées à l'aise par rapport à la démarche. Et c'est aussi intéressant de communiquer largement là-dessus, non seulement bien sûr auprès des personnes qui sont les premières concernées parce qu'elles sont impliquées dans le groupe, mais aussi auprès des personnes qui ne le sont pas. Parce que j'aime autant vous dire, enfin, vous êtes chacun impliqué dans une structure, vous allez comprendre très vite ce que je veux amener. Quand on voit des gens quitter leur poste de travail pour aller s'enfermer dans une réunion, pour brainstormer sur des actions possibles à mettre en place dans le cadre d'une éco-team, il y a toujours bien quelqu'un pour râler, pour dire « ah oui, c'est ça ». Et pendant ce temps-là, c'est moi qui me tape le boulot, et à quoi ça va servir ce qu'ils font, et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est facile, en fait, ils ont congé sur leur temps de travail. Enfin, tout ça, on l'a vécu, ça génère des jalousies, ça génère des rumeurs. Donc, plus la direction est claire dans son message par rapport à l'éco-team, plus ça met tout le monde à l'aise et ça fait retomber la pression. C'est vraiment important. Sur la qualité et la pertinence du plan d'action, juste quelques mots, mais enfin, qui sont des grands classiques, donc je ne vais pas nécessairement aller très très loin, mais on n'est pas sur les idées. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir aussi quand on parle d'éco-team. On n'est pas sur des idées, on est sur des actions. C'est d'ailleurs un des rôles de la personne qui va animer les travaux des groupes, c'est de sortir du « yaka faucon ». La mixité des actions proposées, elle est vraiment essentielle aussi. J'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, je vais prendre un petit peu plus de temps maintenant, l'articulation nécessaire entre solutions techniques et solutions comportementales. Qui dit solution comportementale dit effectivement, je reprends mon exemple là, couper la lumière, fermer le chauffage, imprimer en recto verso, ok. Néanmoins, je reste sur ma dimension énergétique. Si le bâtiment dans lequel vous travaillez est une passoire, s'il y a de l'air qui passe dans vos châssis, à un moment donné, la solution comportementale, elle a ses limites. Donc, attention à ça, parce que c'est très, très décourageant quand on voit que la somme des petites actions individuelles ne peut rien face à des problématiques qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus impactantes et qui sont là, pour le coup, vraiment dans les mains de la direction. Difficulté à se projeter, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure également, quand on parle plan d'action, les actions à mener à court terme, les petites actions, les fameux quick wins, les gains rapides, évoquer ces quick wins parce que c'est important d'en avoir. Si on a un return assez rapide en termes de résultats sur des actions menées, c'est aussi un vecteur d'entretien de la motivation. Mais il ne peut pas y avoir que ça. On doit aussi avoir des actions de fond qui sont peut-être plus structurelles et qui permettent de voir plus loin, de se projeter et d'investir. Les freins majeurs à prendre en compte, la peur du changement,
L'autocensure, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, oh, je ne suis pas sûre que je vais le dire parce que si jamais mon chef il pense que je suis vraiment idiot de dire un truc pareil. Quand il n'y a pas de communication en interne, les jalousies, les rumeurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un frein. Attention, attention à ça. La base non volontaire, c'est un vrai frein, j'en ai déjà parlé. L'irrespect du calendrier de travail, ben oui, c'était on devait se voir, puis finalement non, on ne se voit pas, c'est plus tard, c'est pas grave. Ça, enfin, vous pouvez être sûr que votre processus, il est mort. Le temps à consacrer à la démarche, alors là, attention, ça c'est un aspect que je n'ai pas encore abordé. Dans les petites structures, là où ça compte quoi, les jours qu'on peut facturer à des clients, toujours dans la logique, quand on fait ça, on ne fait pas autre chose. Ben oui, sur des petites structures qui ont vraiment besoin que leurs équipes soient au boulot sur des projets qui déclenchent des facturations de la part de clients, il y a parfois très très peu de temps entre guillemets sur l'interne, c'est-à-dire à la charge de l'entreprise sur ses fonds propres, et c'est parfois un vrai facteur limitant. Donc, ma réponse par rapport à ça, c'est si vous faites le constat au démarrage que vous n'êtes pas dans les conditions minimales nécessaires pour installer une dynamique de type éco-team, ne le faites pas, parce qu'au risque de mal le faire et de perdre complètement le petit investissement que vous auriez fait, et ce qui vous ferait vous retrouver dans une situation pire qu'au démarrage avec zéro résultat, je veux dire, voilà, si vous n'êtes pas dans les conditions minimales, ne le faites pas, quoi. D'autres éléments dont on a déjà parlé, ça sent pas bon non plus quand la balance interne elle est défavorable aux choix environnementaux, quand il y a d'autres facteurs, d'autres paramètres qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je ne suis pas là pour juger, mais prennent systématiquement le pas sur un choix qui pourrait être fait en faveur de l'environnement, toute la dimension de l'hygiène, et Dieu sait si on en parle pour l'instant avec un vrai grand retour du plastique compte tenu du contexte pandémique. Quand il y a un vrai déséquilibre entre les solutions techniques et les solutions comportementales, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est pas bon non plus. La difficulté de la projection. Le caractère non contraignant des actions pour le personnel, on ne l'a pas évoqué beaucoup, mais je vous en dis juste un mot. Il arrive que, par facilité, on se retrouve face à des plans d'action qui ne comportent à peu près que des actions de sensibilisation. Et ça sera ma toute dernière dia, quelques leviers quand même pour réussir. Hein. Donc, rappel, hein, la culture d'entreprise, la sensibilité de base, des approches connexes sur lesquelles on peut appuyer la démarche ou l'articuler, le bilan carbone, l'ISO, les masses, voilà. Le soutien de la direction, excusez-moi, j'ai oublié un E, voir l'exemplarité de la direction. Si non seulement la direction dit « allez-y, je suis avec vous », mais en plus, je m'applique à moi-même aussi les conseils de sensibilisation qui sortent de l'éco-team, c'est bien, c'est un vecteur de motivation. La mobilisation d'experts internes pour nourrir les réunions thématiques, aller documenter ces sujets, j'en ai déjà parlé. La désignation du référent, les outils de communication interne pour notamment faire du feedback vers le personnel, le tenir au courant de ce qui est fait et des résultats que ça donne. Pour terminer, j'attire votre attention sur quelque chose qu'on n'a absolument pas évoqué, mais qui est en train, parce que c'est un peu à côté, mais ça peut venir se connecter, et c'est en train de commencer à passionner les entreprises. Donc, soyez peut-être attentifs, ou peut-être vous êtes déjà là-dedans. Les fameux 17 objectifs de développement durable, les ODD. Donc, vous savez qu'on vient là d'engager une décennie d'actions qui doivent nous amener à rencontrer ces 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Et il y a du boulot, j'aime autant vous le dire. Du coup, voilà, toutes les forces vives sont invitées à s'engager, dont les entreprises. Un certain nombre dans notre pays et singulièrement dans notre région ont déjà sauté le pas et tiennent compte
du prisme de ces objectifs de développement durable pour réinventer leur stratégie d'entreprise, mais aussi leur stratégie d'exemplarité environnementale. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces leviers-là aussi pour enrichir votre démarche. Je vous ai mis sur le slide le lien vers une page Internet sur laquelle vous allez trouver toute une série de témoignages d'entreprises qui utilisent déjà l'instrument ODD pour avancer dans leur stratégie. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour vous éventuellement d'aller y faire un tour.